Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout, sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue dans le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif « Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Au cours de la première saison de ce podcast, nous avons exploré avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes. Adossée à ces partages, la seconde saison a pour thème « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. Dans l'épisode du mois dernier, j'ai eu le plaisir d'accueillir Jessica Maître-Cruzel et Alexandre Mouriez, tous deux collaborateurs et collaboratrices associés de la société à mission CRO. La crise Covid a, pour les fondateurs de cette organisation, amplifié la prise de conscience qu'il était l'heure de changer son rapport au monde, au vivant, au terrestre, et d'adopter un modèle qui soutienne la vie dans toutes ses dimensions et règnes. Jessica et Alexandre ont témoigné des grands chantiers qui avaient été mis en œuvre depuis au sein de l'entreprise. Devenir société à mission et ouvrir l'actionnariat aux salariés. Comment tout cela se vivait avec l'ensemble des acteurs et actrices et comment les pratiques qu'ils utilisent favorisent le respect du vivant et de la juste place de chacun et chacune. Le tableau que la globalisation dessine quotidiennement sous nos yeux est digne des visions apocalyptiques de Saint Jean, sauf qu'il ne nous donne pas à voir un futur, celui qui viendrait au terme d'une histoire pour ouvrir au temps du salut, mais le présent sans avenir ni rédemption auquel nous ont conduit 5 siècles de capitalisme. Face à ce déferlement dévastateur, les zapatistes débarquent en Europe en brandissant la bannière d'une déclaration pour la vie. Cette vie, ce n'est pas seulement celle des vivants d'aujourd'hui, c'est aussi celle de tous les morts qui, à travers eux, parlent, et celle de tous les vivants qui demain continueront à habiter la terre. C'est la vie d'une mémoire immémoriale, qui persiste à travers eux et qui nous ouvre les chemins d'un futur habitable. La vie d'une terre blessée, outragée mais rebelle. La déclaration est signée « Nous, planète Terre, 1er janvier 2021 ». Recommencez donc, mais d'où ? Non pas seulement depuis quel lieu, mais aussi depuis quel temps ? Et comment recommencer ? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire de recommencer ? Est-ce, comme l'a cru la tradition révolutionnaire moderne, faire table rase du passé ? Est-ce instaurer une nouvelle fondation en lieu et place des ruines dont nous héritons ? Ce n'est pas le pari que nous invitent à faire les zapatistes. La grande singularité de leur lutte tient sans doute à avoir profondément transformé la manière de penser et de pratiquer le temps révolutionnaire. Car que peut vouloir dire être révolutionnaire quand la Terre fait irruption dans les affaires humaines ? Que devient la révolution quand les coordonnées du politique sont bousculées par la condition terrestre ?
Comment faire la révolution lorsque l'espace-temps au sein duquel elle se projetait subit à son tour une révolution, lorsque les soulèvements terrestres semblent emporter dans leurs soubresauts les soulèvements humains. Un jour de février 2023, je roule sur l'autoroute et je cherche à capter un programme agréable ou intéressant à la radio. Je tombe sur une émission de France Inter que j'écoute régulièrement, La Terre au carré. Je monte le son et j'ai juste le temps d'entendre les propos d'une femme qui témoigne de la nécessité de nous décadrer de notre manière de vivre sur notre planète et d'entrer dans la conscience d'habiter la Terre, au même titre que toutes les autres espèces. Et qu'en ça, certains peuples autochtones peuvent nous indiquer la voie. Juste le temps aussi d'entendre son nom et celui de son ouvrage, puis le son se brouille, mais c'était bien suffisant pour moi. J'ai le plaisir de rencontrer pour cet épisode cette femme, Sophie Gosselin, et David G. Bartoli, philosophe et écrivaine, tous les deux co-auteurs, autrices, entre autres, de l'ouvrage qui avait été cité et d'où est extrait la lecture de départ, La condition terrestre, habiter la Terre en commun, paru aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. Sophie, David, je suis ravie d'être là en face de vous et je vais évidemment vous poser les questions suivantes. D'où as-tu envie de parler? De quel endroit de toi? De quel vécu? De quel moment dans ta vie? Et lequel de vous deux a envie de commencer? Pourquoi pas? Merci beaucoup Marine pour cet entretien et cette rencontre. Eh bien moi je vais parler, je pense, d'un des moments qui a été un point de bascule dans ma vie. Ça a été au moment où j'étais au Brésil, dans le cadre du Forum social mondial, le premier Forum social mondial qui s'est déroulé en 2000 il me semble. C'était au mois de janvier. J'étais étudiante encore en philosophie, mais j'étais déjà passionnée, très engagée sur des questions politiques, un désir de changer le monde, de faire advenir un monde meilleur. Et j'avais entendu parler, en lisant Le Monde diplomatique, qu'il y allait avoir cette rencontre, ce forum social mondial à Porto Alegre. Et je me suis dit, je vais aller voir. Et du coup, j'ai pris mon billet et je suis partie. J'ai embarqué mon père. Et donc on a passé un mois au Brésil. Donc il y a eu le forum. L'idée c'était d'y aller pour le Forum social mondial et ensuite de rester quelques temps pour approfondir les rencontres qu'on avait pu avoir. Et la rencontre qui m'a vraiment absolument bouleversée, ça a été la rencontre avec le mouvement des Sans-Terre. C'est-à-dire donc le mouvement des Sans-Terre qui est un mouvement social très fort qui est né à la fin de la dictature, mais qui a pu s'officialiser en fait après la dictature au Brésil, et qui en fait a permis à d'anciens salariés paysans qui avaient été licenciés et qui s'étaient retrouvés dans les favelas, de pouvoir revenir collectivement à la terre, donc d'occuper des terres qui n'étaient même pas cultivées et qui étaient en fait simplement objets de spéculation, et de pouvoir justement, grâce à la réforme agraire qui avait été remise dans la Constitution à la chute de la dictature, de pouvoir revendiquer l'expropriation de ces terres, et donc de pouvoir les revendiquer collectivement pour les réhabiter. Et je me souviens donc que j'avais été à l'Université des travailleurs du monde, qui était en fait l'université que les différents mouvements des Sans-Terre, qui sont un petit peu répartis dans tout le Brésil, étaient en train d'organiser comme un lieu pour se former collectivement, à la fois toutes les techniques de construction, d'habitation, d'agriculture, mais aussi les questions, tous les enjeux liés à la médecine, parce qu'en fait chaque acampamento, en fait les territoires, les terres qu'ils occupent. Donc il faut savoir qu'il y a toute une période d'occupation des terres jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'expropriation, puis ensuite, une fois qu'ils ont obtenu l'expropriation, ils peuvent vraiment les habiter. Et donc toute cette phase d'occupation avant l'expropriation, ils vivent sur un mode de campement
assez précaire en fait, mais dans laquelle, moi, que j'étais frappée, ils réinventent c'est un grand village, il y a une école pour les enfants, il y a tout un ensemble ils réinventent en fait une communauté de vie, et ça peut durer pendant très 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 longtemps. Et en fait, j'avais été absolument bouleversée parce que ce que j'ai vu, c'est qu'à travers cette revendication de la terre, ce qui se mettait en place, et c'est cette réappropriation collective des terres, c'était justement d'autres manières de faire communauté sur d'autres principes, avec des principes égalitaires, avec aussi quelque chose qui m'avait touchée. J'avais jamais entendu ça, moi qui viens des villes, en fait, j'ai toujours grandi en ville, et je me souviens quand il nous expliquait l'éducation à l'agriculture qu'il donnait aux enfants, il disait la première chose pour nous, la première chose qu'on leur transmet, c'est avant même quelques techniques que ce soit pour cultiver, c'est il faut savoir aimer la terre. Et là, pour moi, ça a été un espèce de déclic. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'aimer la terre? Là, on n'est plus à la terre comme un outil de travail. Là, ça veut dire qu'on est habité par elle, ça veut dire qu'on en fait partie. Et donc, ça change complètement la relation qu'on va avoir à cette terre, parce qu'on n'est plus là justement pour la travailler, on est là pour la soigner. Et donc, ce qu'on soigne à travers la terre, c'est aussi nous, c'est aussi le collectif. Et en fait, c'est cet enchevêtrement de choses entre le lieu de vie collectif, le collectif qui habite ce lieu de vie, et comment en fait tout ça se nourrit de manière réciproque, que j'avais trouvé absolument bouleversant, et cette manière de réinventer les formes de faire collectif depuis le territoire, depuis Soigner la Terre, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai dit, c'est ça la véritable transformation, la véritable révolution, la véritable émancipation, et pour moi, tout à coup, ça a complètement remis en perspective les formes d'engagement politique dans lesquelles j'étais en France, qui me semblaient complètement détachées du monde, qui me semblait hors sol. J'avais l'impression qu'on se réunissait pendant des heures pour refaire le monde, mais qu'en fait on le refaisait jamais dans la pratique. Et donc toute ma préoccupation quand je suis revenue en France, je me suis dit, mais comment faire là où je suis en France pour créer des lieux, des espaces, pour justement refaire collectif autrement. Ça a été ça, disons, mes obsessions depuis. Et depuis, je ne cesse de m'impliquer dans le milieu associatif sous différentes formes, politiques, pour essayer de faire advenir d'autres manières de faire collectif et de faire communauté. Donc je dirais que c'est cette... En fait, il y a deux choses qui, pour moi, parce que cette question de quel endroit de toi tu parles, que je trouve une très belle question, parce qu'en effet, il y a l'endroit, le lieu, et puis il y a l'endroit en soi. Et je dirais que cet endroit qui est en moi, c'est celle d'une enfant sans terre qui a envie de retrouver la terre. Et c'est ça, cet endroit, que ça a touché, que ça a fait vibrer en moi. Alors, de quel endroit? Alors, du corps, là, je penserais tout de suite aux jambes, à la manière d'arpenter, d'avoir marché. Et ça revient avec aussi le nom que je porte, là, David G. Bartoli. Cette particule tout à fait étrange, G, c'est une particule terrestre. C'est G de géo, de terre, en fait. Et Bartoli, c'est mon nom corse. Et que j'ai appris à marcher en Corse à l'âge de 1 an. Je suis né sur le continent, à Blois. Suite d'ailleurs à la décolonisation algérienne, mon oncle le plus âgé part d'Algérie, arrive à Blois dans la plus grande des Huppes, et dit à l'ensemble de sa fratrie de peut-être le rejoindre parce qu'en Corse on était dans une récession. Donc ma mère et deux de ses frères arrivent à Blois. Donc je suis né à Blois pour ça. Donc en 70. Premier été donc, on m'emmène en Corse pour fouler cette terre et j'apprends à... J'ai d'ailleurs la photo assez belle entre le lieu où ma grand-mère vivait, où ma mère est née, et la fontaine qui est juste à côté. Cette fontaine qui coule tout le temps, en tout cas qui coulait, puisque l'été dernier, c'était la première fois que je n'entendais plus couler de façon continue.
la fontaine. On y a mis un robinet. C'était la première fois que je n'aurais pu couler cette fontaine. Et pour moi, c'est important. Et fouler cette terre, c'est quoi? C'est à chaque fois que je reviens en Corse, c'est sentir cette chaleur, cette humidité, parce qu'on arrive la plupart du temps en avion à Ajaccio ou par bateau. Et là, mon corps vibre autrement, ma peau vibre autrement. Et puis, il nous faut, à l'époque, il nous fallait 2h15 pour faire 60 km. On avait de tels tournants, il fallait s'arrêter, le corps souffrait, et les villages, en a un, s'égrènent. On monte et on monte et on monte. Dans cette façon d'égrener, c'était une façon pour moi justement de commencer à sentir quelque chose comme une charge, un poids qui vient dans mon corps, qui me charge. Comme une charge, une obligation, ou en tout cas quelque chose qui me dit là, tu vas regagner quelque chose, une épaisseur, et elle va te tomber dessus. Et puis, à un moment donné, avant que le premier panneau surgisse, donc du village où est née ma mère, qui est Tasse, il y a l'église qui se voit un petit peu avant. Et là, il y a une émotion énorme qui rentre en disant je vais rentrer dans ce lieu, probablement effectivement investi d'une charge qui est plus forte que moi. Et probablement ancestralement aussi très très chargée. Et ça, c'est chaque année, l'été plus l'hiver, ça revient de façon incessante. Et ce qui revient, c'est qu'une fois après que je m'arrête, parce que c'est vraiment une épreuve que de monter 2h15, maintenant on ne le fait plus qu'en 1h15, et je dirais à quel point ça a été une déflagration de ne plus être en 2h15, puisque c'était un lieu qui vivait par lui-même, qui avait son autonomie. Et bien c'est qu'une fois que j'arrive là-bas, je pose les jambes par terre, et ces jambes m'appellent. Elles appellent à aller au maquis. Parce qu'en fait, on est dans un nid d'aigle, c'est l'un des plus hauts villages de Corse du Sud, qui est niché entre 800 mètres et 950 mètres. Et autour, on est entouré de montagnes de 1600-1700 mètres. Et donc, l'une des premières choses que j'ai envie de faire, c'est de me dire, rapidement, il faut que je mette ou les tennis ou les chaussures de montagne pour attaquer la montagne. Elle m'appelle. Et d'ailleurs, j'ai découvert Sophie, les premières marches de montagne là-bas. Passer sur les crêtes, derrière les crêtes, il y a un lieu assez extraordinaire, une source extraordinaire. Il y a Vitsilog, c'est un petit lieu qui est non gardé, on peut dormir, et c'est un appel. Voilà. Donc c'est comme un appel du maquis, comme une charge. On sent que c'est plus fort que soi, et ça, c'est quelque chose effectivement qui sans cesse me recharge. Et puis en même temps, quelque chose a été touché, blessé. Je peux à peu près dire les années 85-86. 86 qui paraît personnel, la mort de ma grand-mère. Et je crois que c'était simplement personnel. Et en fait, à ce moment-là, justement, la route commence à être plus facilement fréquentable. Plus on descend sur Ajaccio, moins les anciens restent au village. Moins les solidarités qui permettaient d'aller faire les clôtures. Je me rappelle mon oncle avec le spunting, c'est-à-dire le pain, le fromage, la tome et le jambon, fait qu'à un moment donné, on part tous à une dizaine, faire les clôtures, aller en montagne. Et cette solidarité va s'étioler. Et en fait, un monde commence à s'étioler devant mes yeux. Et c'est pas simplement ma grand-mère. C'est les solidarités vont s'étioler. Et à ce moment-là aussi, cette autonomie, puisque ma grand-mère était presque totalement autonome, puisqu'elle faisait les chèvres, les moutons, elle avait 2 ânes, il y avait les chiens, il y avait le jardin, il y avait toute une vie qui était autonome au fond, qui était là, que je regagnais chaque été, puisque et bien au fond, on va petit à petit s'effriter, il va y avoir de moins en moins d'animaux. Maintenant, je suis sidéré, quasiment plus d'animaux. Pour moi. Et c'est toute cette charge et qui fait que en fait ce lieu c'est abîmé de ses solidarités. C'est au moment aussi où la montée la tentative d'un renouveau de la langue, de la culture corse à travers entre autres le Front de Libération Nationale Corse de 76, et en 86 ça craque aussi. Donc les solidarités craquent, la tentative de faire peuple craque. Et le rapport à la terre, c'est-à-dire celle qui vient faire notre commun, n'affiche même plus le vivant qui nous permettait de vivre. Et là, le monde, pour moi, s'effrite.
Et simplement pour finir, juste un an avant que les FLNC n'arrivent, en 76, en 75, ils se sont justement solidarisés parce qu'il y avait des boues rouges qui venaient contaminer le nord de la Corse. Et en fait, au fond, on ne le sait que très peu, mais les Corses, la première fois qu'ils se sont réunis, ont fait commun pour tenter de libérer leur rapport à la terre qui les nourrit, cette île, ça a été parce que ça a été attaqué par des boues rouges. Voilà. La question du rapport à la terre est portée par un corps. Merci beaucoup. On comprend à vous entendre évidemment ce qui vous a conduit à travers vos réflexions, vos travaux, à nous inviter, comme le fait Bruno Latour, à redevenir terrestres. Ça se sent fort dans vos témoignages. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette invitation, voire cette injonction à redevenir terrestre ? Alors, redevenir terrestre, je dirais que c'est déjà retrouver ce lien à la Terre, c'est-à-dire, de quoi on parle quand on parle de la Terre ? Justement, quand je suis revenue du Brésil, donc cette question-là, elle m'habitait, mais il y avait comme une fin de non-recevoir que je rencontrais en France, surtout dans les milieux, disons, alternatifs, et particulièrement urbains de l'époque, parce qu'il y avait cette idée, oui, mais dès que tu parles de retour à la Terre, ça renvoie à un imaginaire réactionnaire, identitaire, l'idée qu'on s'ancre dans une identité terrienne. Et du coup, c'était exactement tout l'inverse de moi, ce que j'avais vu au Brésil et de ce à quoi j'aspirais. C'est-à-dire que pour moi, il s'agissait de retrouver un lien d'affect, d'attachement à la Terre, c'est-à-dire en fait à l'ensemble de la communauté, des communautés terrestres, c'est-à-dire les autres formes de vie avec lesquelles on cohabite sur Terre. Et c'était aussi de renouer avec cette dimension qui a été complètement évacuée de notre manière de penser la politique, qui est notre corps, notre rapport au corps, c'est-à-dire toute la dimension sensible dans l'expérience collective. J'ai toujours été fascinée, disons depuis très petite, j'ai toujours observé avec curiosité, avec beaucoup de perplexité aussi, les rapports humains. J'étais fascinée de voir et je suis toujours d'ailleurs, mais comment ça marche ? C'est quoi qui tient les gens ensemble ? Pourquoi à un moment ils arrivent à tenir ensemble et pourquoi il y a des déflagrations, pourquoi il y a des phénomènes de destruction, de violence, d'où ça vient tout ça ? C'est quoi les passions qui animent les êtres humains ? Il y a quelque chose d'absolument mystérieux et que j'ai toujours trouvé mystérieux, et donc j'étais toujours en même temps fascinée de ça, de comment on fait pour tisser du commun de la communauté. Et je pense que le rapport aux autres formes de vie est essentiel parce que en fait elle nous permet de manière indirecte de renouer avec notre propre condition de vivant. Et qu'en évacuant les autres êtres, en réduisant les vivants, l'ensemble des milieux à des ressources, à des instruments qu'on exploite, un service de la société humaine, en fait c'est se couper soi-même de sa propre sensibilité. Donc pour moi, quand ils ont dit cette phrase-là, c'est d'abord cultiver la terre, c'est d'abord aimer la terre. Pour moi, c'était un espèce de déclic. Je me suis dit, c'est ça, c'est la question de l'attachement. C'est quoi qui nous attache, qui fait qu'on peut tenir ensemble dans le temps, qu'on peut faire communauté dans le temps. Et donc pour moi, l'enjeu de redevenir terrestre, c'est justement pas d'adhérer à une identité prédéfinie qui est complètement fantasmée, au final toujours fantasmée, parce qu'il n'y a pas d'identité, on est toujours constitué par une multiplicité de vies, de lieux qui ont été traversés par nos ancêtres et qui continuent à nous habiter. Et moi qui suis fille d'exilés, me suis toujours vécue comme ça, comme pluriel, même dans les langues. Ma langue maternelle c'est l'anglais. Ma mère est irlandaise, donc sa propre langue, en fait, elle est étrangère d'une certaine manière dans sa propre langue, parce que l'anglais c'est la langue coloniale, donc sa propre langue, qui est le gaélique, elle n'a jamais vraiment pu le pratiquer, ou toujours de manière marginale. Et donc ça et ma deuxième langue c'est l'italien, donc le français c'est ma troisième langue, même si mon père est français, mais il m'a parlé français que très tard. Donc en fait,
dès le début, moi j'ai été tout de suite, disons, multiple, avec plusieurs histoires qui m'ont constituée. Pour moi, c'est ça en fait. Mais c'est comment retrouver un lien à la Terre en tenant compte de toutes ces histoires qui font la Terre en fait. La Terre, c'est ça. C'est l'histoire de toutes les migrations qui se stratifient dans le temps et qui font qu'il y a à chaque fois de nouvelles agencements qui se constituent, de nouvelles manières de faire un lien qui se trament en s'appuyant aussi sur toutes ces histoires. Donc pour moi, c'est un petit peu tout ça, devenir terrestre, c'est en même temps se relier aux autres êtres, c'est se relier à la Terre à travers cette relation aux autres êtres, c'est retrouver la part sensible qui est en nous, cette dimension du corps, de l'attachement, de l'affect, et c'est aussi retrouver d'une certaine manière, apprendre à retisser, retravailler toutes ces mémoires, toutes les traces de mémoire qui nous habitent, et à les réinventer en fait pour les générations à venir. Donc c'est s'inscrire dans la mémoire et dans les temps de la Terre. Tout à fait. Ce matin, avant de vous retrouver, on est à Tours là, je suis allée voir Loire. Vous dites dans le livre Loire et pas la Loire, et ça me touche beaucoup. Et en la regardant couler, je me disais qu'on peut la regarder couler de deux manières différentes. Soit on la regarde comme un élément eau qui coule et que l'on peut avoir envie de retenir, d'exploiter dans des barrages, etc. Soit on la regarde dans son épaisseur, c'est-à-dire comme un écosystème qui possède sa propre faune, sa propre flore, ses propres bactéries. Il y avait là des arbres qui étaient couchés dans l'eau et dont on sait, quand on s'y intéresse un peu, que ça crée des embâcles qui deviennent vraiment des pouponnières pour un tas d'espèces. Et du coup, oui, c'est un autre monde, c'est tout un monde dont... Et après, je regardais sur la carte, mais elle naît où la Loire? Waouh, elle fait un chemin incroyable. Et évidemment qu'on ne peut plus être quand on prend conscience de ça, on ne peut plus être dans le même rapport. C'est-à-dire que de se dire que sur ce monde qui coule, là, plein d'êtres de toutes sortes, barrer son cours par un barrage paraît complètement abscon, quoi. Il y a quelque chose qui est très étonnant, mais on n'a pas appris à regarder ça comme ça. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ayant vécu à Blois, j'avais justement 2 barrages très proches, de nature différente. Une qui a été construite simplement comme centre de loisirs, où j'ai appris à faire du canoë-kayak. Et un autre un peu plus loin pour simplement retenir l'eau pour Saint-Laurent-des-Eaux. La centrale nucléaire. Et je n'ai appris là que très récemment, il y a moins d'une dizaine d'années, qu'on avait subi, là, quand j'avais 6-7 ans, l'une des plus grandes défaillances nucléaires en Occident, à cette époque-là. Il y a eu 2 défaillances graves, et cette défaillance, je crois, est niveau 6 sur 8. Et on l'a su, secret défense, là, très récemment, en disant, oui, il y a bien eu des fuites. Aujourd'hui, on a toujours un petit peu de fuite de tritium, qu'on laisse un peu pour pas trop voir. Et c'est vrai que ces barrages-là, on a fait sauter le barrage là, du centre de loisirs. Et pour tout vous dire à quel point, même ces puissances nucléaires, à quel point elles sont soi-disant si importantes et si, au fond, fragiles, quand j'ai redit 85-86 tout à l'heure, je reviens, c'est des années particulières, c'est les années où ça a quasiment le fait plus froid en France, il faisait moins 25. Les blocs de glace étaient tels que ça a congelé la Loire, on pouvait la traverser à pied. Eh bien ça devenait tellement dangereux qu'ils ont dû dynamiter sur plus de 500 mètres autour du pompage de l'eau, sans quoi il n'y avait plus suffisamment d'eau pour refroidir la centrale nucléaire. Donc là, non seulement on pense aux sécheresses qu'on a vues ces 2 dernières années, mais il suffit qu'à un moment donné, il y ait aussi il fasse trop froid. Je crois qu'en début des années 2000, pareil, les blocs de glace fait que l'eau peut aussi venir figer, alors qu'on veut soi-disant ce fameux débit minimum. Donc on voit bien que les affaires humaines, c'est comme s'il fallait absolument domestiquer son lieu pour dire il me faut ce débit minimum, il me faut ponctionner l'eau. Et là, vous savez, aujourd'hui, là, on ponctionne sur la Loire. Et elle est de très bonne qualité parce que justement une bonne partie de l'eau est sous le sable et donc elle est déjà filtrée. Mais on va quand même au cas où jusqu'au Cénomanien, c'est-à-dire dans des zones effectivement très profondes, pas en masse, mais on se rend compte que on essaie toujours, au lieu de vivre avec,
avec les fameuses crues de la Loire. Le pont Wilson de Tours a effectivement, à un moment donné, s'est effondré dans les années 70-80. Et donc, on ne sait plus apprendre à vivre avec les éléments forts. Et c'est vrai que ici, moi, ça a été un peu mes deux lieux un petit peu entre le bassin de Loire où j'y ai vécu et où les digues sont des enjeux majeurs pour la Loire, et quand je retourne en Corse où là c'est des montagnes et c'est pas endigué du tout, où le torrent, qu'on appelle nous-mêmes fleuve d'ailleurs, peut déborder, et donc c'est vrai que les lieux aussi, selon la nature de la domestication, pas des violences dites naturelles, mais tout simplement en fait c'est pas des violences naturelles, c'est leur manière d'avoir des expressions avec leur dynamisme et leur temporalité qu'on veut conjurer. Et c'est vrai que ce retour à la terre, c'est pas tant effectivement de se dire, voilà, je suis corse, ou je suis du bassin de Loire, mais c'est de se dire effectivement les dynamiques, les grands cycles de la vie, des montagnes ou des eaux, mais aussi les dynamiques humaines dans lesquelles on s'insère pour vivre ou pas avec les éléments de différentes natures, fait notre rapport à la terre. Et donc pour revenir avec Sophie, c'est vrai qu'on est aussi cette génération où on nous a fait comprendre à nos parents qu'il fallait être non seulement en exil, mais aussi en exode rural. Donc on nous a désappris à avoir un rapport avec la terre, avec la langue qui va avec, puisqu'on m'a même aussi appris à ne pas parler le corse pour faire sa vie ailleurs, pour être en diaspora. Et effectivement, cette manière aussi de vivre, c'est ça aussi qu'on essaie de réapprendre, de dire au fond, qu'est-ce qu'on nous a confisqué. Et peut-être pour revenir sur cette question du fleuve, comment on le perçoit ce fleuve, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi par exemple, quand on va sur le Rhône, enfin en tout cas sur certaines parties du Rhône, ou même sur Nantes, la Loire à Nantes, où j'ai vécu pendant quelques années, je me dis mais c'est une absurdité, enfin ça fait presque violence en fait, parce que je sens le corsetage, mais je le sens physiquement. C'est-à-dire que j'arrive au bord de l'eau et je me dis mais c'est une eau qui est tuée, qui est morte en fait, c'est un fleuve auquel on fait violence, parce que maintenant je suis habituée à fréquenter les bords de Loire avec l'importance du lit mineur, d'un ripisylve, de toute cette zone en fait qui est extrêmement vivante, c'est là que la vie elle est. Moi dès que je me sens pas bien en fait, je vais en bord de Loire et je regarde les sternes qui volent, qui nichent, et en fait ça crée une ouverture. Pendant le confinement, ça a été cet espace là pour moi, c'était le poumon de Tours, ça a été vraiment ce qui m'a permis de respirer, c'est de pouvoir aller quotidiennement sur la Loire et de pouvoir enfin respirer avec les autres vivants qui étaient sur le fleuve, où je sentais en fait que la vie, elle était là, et en fait d'une certaine manière, alors que la société humaine s'arrêtait, ça réouvrait cet espace pour les autres êtres, pour revivre en fait, et pour réinvestir l'espace. Et donc c'est vrai que ça change en effet complètement la perception, la manière de s'inscrire dans un milieu, le fait de considérer le fleuve non plus comme un cours d'eau qui en fait est instrumentalisé au service de quoi ? De la production, vous voyez, c'est comme on avait vu sur le Rhône, c'est le Rhône au service de la nation. Et donc c'est vraiment tout ce modèle de mettre la nature au travail pour en fait l'enrichissement, les richesses des nations, pour développer l'économie des sociétés humaines. Et du coup, en fait, avec une violence en fait qui est faite sur les corps, humains et non humains, c'est-à-dire une disciplinarisation extrêmement forte pour justement les rendre productifs. Et c'est ça qui est violent, c'est de voir cet être vivant, cette entité collective à laquelle on appartient, qui est en fait réduite à un pur instrument de production. Et du coup, moi, je le ressens comme une violence sensiblement, aussi dans mon propre corps.
pour rebondir aussi, c'est que là, tu as signalé effectivement ce corsetage. En fait, il faut repenser aussi dans la Loire. Moi, je me baignais pas tant que ça, non seulement à cause des barrages, mais parce que la Loire était extrêmement draguée. Hein, comme elle a beaucoup de sédiments, beaucoup de sable. Pour faire toute la reconstruction d'après-guerre, on l'a draguée, mais vraiment des années 50 jusqu'en 95, où ils se sont rendus compte que vraiment, là, on l'a siphonné complètement. Et donc, il y avait des dragues, et là, sur plus d'un kilomètre. Ça bouleversait complètement, et là on avait effectivement des tourbillons, on avait un ensemble de choses qui faisaient que la Loire était très dangereuse. Elle était vécue à mon époque comme très dangereuse. Elle avait énormément d'éléments où on ne pouvait pas la vivre, et donc ça a été aussi un endroit de capture de ce qui en fait sa richesse, et dont on sait aussi que on dit que la Loire est plus ou moins sauvage, en tout cas elle est liée encore dans une relation, parce que justement ce sable crée de l'endiguement, fait qu'elle, au fond, elle ne rend pas facile sa manière on la conquiert pas. Voilà. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à conquérir, avec lequel il faut composer. Et là, ça a été justement un endroit important, ou en tout cas moi, dans ma jeunesse aussi, ça a été cet endroit où, c'est un peu le récit du début du livre, où j'ai appris à avoir les pieds dans le Loire, toujours pareil, mes pieds, puisqu'avec un ami, on a appris à pêcher ensemble, donc non seulement le petit, le goujon, la blette directement dedans, et là c'est les premières fois aussi où j'ai fait l'épreuve de ce que c'est ce qu'on appelle un sable mouvant, ou en tout cas une grève et autres, c'est-à-dire où là vraiment ma jambe droite est tombée dans l'eau, et j'étais jusqu'au bassin rempli, l'autre heureusement elle était là, un compagnon. On a fait aussi la pêche à l'anguille, dont je dis effectivement c'est un rapport à la sensibilité, au moment nocturne où les choses commencent à ne plus être sous le sceau seul de la vision, de de la maîtrise de la surface, mais là il faut être à l'écoute, où on n'a plus que la clochette, où il faut imaginer cette anguille qui est au fond, et qui, parce que justement n'ayant plus le lumineux, parce qu'elle ne supporte pas la luminosité, elle peut remonter petit à petit. À ce moment-là, on pêche, et ce que ça apprend, c'est surtout cette manière de chercher de la Loire, comme tu disais tout à l'heure, cette autre profondeur en fait. Parce que non seulement c'est la profondeur de Loire, mais l'été, ou en tout cas quand je la pêchais en mai-juin, elle est pas si profonde que ça entre guillemets, mais c'est surtout la profondeur parce qu'on sait d'où elle vient. Elle vient cheminer depuis la mer de Sargasse, donc depuis les Antilles, prise par le Gulf Stream, ramenée effectivement dans le nord de l'Europe, donc dans nos fleuves, et puis une partie, puisque c'est Anguillus angulus, une de ces anguilles, vont dans le nord américain, et elles cheminent jusqu'à nous. Et donc là aussi, cette responsabilité de dire qu'est-ce qui fait qu'elles cheminent, et c'est là où j'ai appris, là il y a peu de temps, qu'effectivement 40 ans plus tard, 60 à 70% d'anguilles en moins dans la Loire. Depuis que je pêchais dans les années 85, 35 ans plus tard, 60 à 70% d'anguilles en moins. Et j'ai listé avec des personnes avec qui il y a à peu près 13 à 14 raisons pour lesquelles les anguilles n'arrivent plus à nicher dans Loire, avec lequel justement il y a cette rencontre où Loire n'est pas simplement cet agent statique, mais est enrichi de tous les êtres, avec les saumons, tous ces migrateurs, et qui enrichissent aussi notre profondeur de champ, qui est aussi un imaginaire. Absolument. Qui effectivement n'est pas cette terre, ce sol sur lequel on fait que de s'appuyer, mais l'imaginaire que recours d'où viennent tous ces êtres terrestres qui me nourrissent à tous les plans. Absolument, c'est une réflexion que j'avais cet été en passant le long d'une culture de fruitiers avec des voiles de forçage, ça s'appelle comme ça, des voiles de forçage, et je me disais mais c'est étonnant, pourquoi est-ce que les humains ont inventé tellement de choses, et puis du coup extraits pour forcer, contrôler, contenir la nature, et quand est-ce qu'ils remercient ? Alors, du coup, mais quelles seraient effectivement pour vous les étapes de ce retournement ? Partir d'où on est culturellement et retourner notre culture, peut-être comme une chaussette. Qu'avons-nous à réintégrer dans nos perceptions, dans nos manières de nous penser en tant qu'espèce et en tant qu'être vivant parmi les autres ? À quoi avons-nous à renoncer aussi, selon vous ? Une grande question. Alors, en fait, ce qui est complexe, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de basculement qui doivent se produire. Il y a, disons, des niveaux existentiels, personnels, mais
qui pour moi sont indissociables de basculements plus collectifs. Parce que précisément, pour moi, un des endroits qui peut permettre de changer, c'est de sortir de cette conception et cette construction individualiste qui s'est imposée de manière très forte à l'époque moderne, où l'être humain s'est construit ce récit, enfin les sociétés occidentales en tout cas, ont construit ce récit que l'individu devait s'émanciper justement en s'individualisant, c'est-à-dire en se dissociant et de la communauté et des communautés humaines et des communautés terrestres. Donc qui va de pair avec l'émergence du capitalisme et du libéralisme, on pourra en reparler. Donc pour moi, déjà, un des enjeux qui va être essentiel et qui est un peu en train de se faire aujourd'hui, c'est de redécouvrir notre être relationnel. Le fait qu'on est des êtres relationnels, mais pas simplement le redécouvrir sur un plan intellectuel, c'est-à-dire en faire l'épreuve sensiblement au quotidien de comment on soigne ces relations dont on dépend. Et donc ça, c'est pour moi un endroit très important, mais qui du coup implique un ensemble de basculements qui doivent se faire. Donc à la fois dans l'expérience de vie quotidienne, comment on se réinscrit autrement dans les milieux qu'on habite, comme nous on habite juste au bord de la Loire, mais du coup comment on se sent appartenir autrement à la Loire, comment on se dit on va aussi commencer à consommer autrement, c'est-à-dire ce qu'on mange, en fait, qu'est-ce qui nous nourrit. Donc on se dit, nous on habite en ville, mais en fait on ne se reconnaît pas dans ce système de supermarché qui est complètement hors sol et qui n'a aucun sens. En fait on va acheter comme ça des caddies de produits, on ne sait même pas d'où ils viennent, des fois ils viennent de l'autre bout de la terre, alors on peut essayer de faire attention, donc aller acheter un peu plus dans les magasins bio, mais au fond ça change pas complètement. Donc on décide de s'engager dans une association, un collectif qui est un potager en permaculture, et avec l'idée qu'on peut participer aussi à cultiver, donc l'idée, participer à ce travail de maraîchage, parce que c'est aussi une manière de réapprendre aussi à cultiver collectivement. C'est aussi participer, comme on le fait avec l'Université populaire de la Terre à Tours, dont on fait partie, s'associer à cette démarche qui est de la sécurité sociale de l'alimentation, qui vise justement à recréer en fait des liens entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc c'est se réinscrire en tout un ensemble de processus à plusieurs échelles. Et puis pour moi, une autre échelle qui est vraiment très importante, qui est aussi de comment on fait politique, comment on commence à repenser l'espace politique autrement. Et ça a été vraiment l'objet du livre. Ça a été de repenser depuis cette question politique, c'est-à-dire depuis où, qu'est-ce que ça veut dire de faire politique depuis la Terre ? Qu'est-ce que ça veut dire de s'envisager collectivement, de décider de notre destin collectif depuis la Terre ? Comment concrètement ça peut se mettre en œuvre, depuis quel lieu, dans quelle temporalité on s'inscrit. Et donc c'est là où nous on a essayé d'aller voir différentes expériences pour voir comment ça pouvait se traduire concrètement, dont un des points de bascule qui nous est apparu comme étant important, essentiel, ça a été cette expérience en fait qui se mène actuellement en Nouvelle-Zélande, à l'issue d'un combat porté par le peuple maori pour faire reconnaître leur cosmologie et leur rapport justement à la Terre, et notamment le fait que la Terre n'est pas leur propriété mais que c'est eux qui appartiennent à la Terre, et notamment à ce fleuve qui est le Whanganui, et auquel ils donnent un nom, parce que c'est justement une personne en fait. Ils le considèrent comme une personne dont ils font partie, qui est donc le Te Awatupua. Et donc ils se sont battus en Nouvelle-Zélande pour faire reconnaître le Te Awatupua. Ils se sont appuyés sur des dispositifs juridiques émergents qui sont ceux des droits de la nature et qui visent à attribuer, à reconnaître des droits à des entités naturelles. C'est-à-dire, alors que dans le système juridique occidental, tout était organisé autour de ce clivage entre personnes et choses qui recouvrait celui entre humain et autres et non humain, l'émergence des droits de la nature introduit une transversale en disant non, au final des non-humains
des animaux, des plantes, mais même plus des milieux, c'est-à-dire par exemple une rivière, un fleuve, c'est-à-dire un ensemble relationnel, peut être considéré comme un sujet qui a des droits. Et là, clairement, ça résonne complètement avec quelque chose qui est porté par de nombreux peuples autochtones, l'idée que en fait, la terre elle-même a des droits, qu'elle est une personne. Alors dans beaucoup de peuples, ils la considèrent même comme la terre-mère, hein, c'est-à-dire c'est la mère qui les a engendrés, qui les nourrit, qui leur permet de vivre. Donc c'est bien une personne, et donc il s'agit simplement de reconnaître que cette personne a des droits. Et du coup, en fait, tout à coup, il y a une espèce de point de convergence qui s'est fait entre un droit occidental, qui jusqu'à maintenant avait complètement exclu les entités autres qu'humaines, et puis qui tout à coup accepte à reconnaître que, ben oui, en fait, les autres humains on peut leur reconnaître des droits, et puis justement ces traditions plus autochtones, pour qui le lien à la terre est fondamental. Et donc on s'est dit là, il se passe quelque chose, parce que l'État néo-zélandais dit, en fait on reconnaît, non seulement on reconnaît que le fleuve a des droits, mais en plus on va créer des institutions politiques, qui du coup vont s'envisager non plus comme depuis la société humaine. L'enjeu c'est plus comment est-ce que nous humains on va gérer l'eau par exemple, ou on va gérer les pollutions, mais toujours en se disant tiens, la nature c'est encore quelque chose d'extérieur, alors soit il faut la protéger, soit il faut la gérer et l'exploiter comme une ressource, mais au final on est toujours extérieur à elle. Là, le basculement important qui nous a semblé crucial, c'était de dire non, on va créer des institutions politiques qui se pensent depuis le fleuve, depuis cette entité collective que le Te Awatupua, et donc depuis les relations qui forment cette entité collective. Et comment prendre soin des relations, du coup, dans d'autres temporalités que celles simplement de la société humaine. Parce qu'il faut prendre en compte l'ensemble des cycles terrestres et des temporalités terrestres. Et donc là, pour moi, disons que ces basculements, je disais à l'échelle personnelle, déjà de se rendre compte que nous-mêmes on est un être relationnel et que du coup on appartient à quelque chose de plus grand que nous, jusqu'au plan collectif, politique, de comment on agit collectivement et se réinscrit collectivement dans des temporalités longues qui sont celles de la Terre. Pour moi, c'est un petit peu toutes ces échelles-là qu'il faut, qui a à travailler en fait en même temps. Absolument, et c'est ce que vous dites aussi dans votre livre qui a émergé dans cette expérience de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, avec ce vivre avec les autres espèces, et pas seulement prendre soin du triton, mais vivre avec Triton. Tu voulais rajouter quelque chose? Justement, c'est pour rebondir entre ça, c'est vrai qu'entre justement ces deux cas, ces deux particularités-là, c'est-à-dire de se sentir terrestre, va émerger une chose effectivement un petit peu incongrue dans l'espace occidental. Vous savez que l'espace occidental, la souveraineté, c'est-à-dire un État, pour être souverain, doit avoir un peuple, une unité culturelle, une propriété foncière bien établie et une seule. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit qu'il y ait une confrontation d'autres façons d'habiter la Terre avec d'autres normes. Et là, ce qui est apparu justement, et avec le peuple maori, c'est que le Te Awatupua est une institution chimère. C'est-à-dire qu'elle est autant revendiquée par un peuple maori que par le peuple qui était de la Commonwealth et qui est donc d'obédience, on va dire, occidentale. Et donc les deux peuvent tenir. Et nous, en fait, en France, c'est pareil. Dans un chapitre, on va chercher la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et en fait, suite ce qu'on appelait les événements dans les années 80, c'est-à-dire quand le peuple kanak dit « nous sommes un peuple, nous avons des cultures déjà ancestrales, il faudrait nous décoloniser jusqu'au bout », et donc ce qu'ils ont réussi à obtenir, c'est justement ce qui est le seul, c'est obtenir le fait d'être nommé peuple. Même les Corses ne sont nommés que communauté. Dans une souveraineté, seule une souveraineté égale un peuple, indivisible. Une indivisible, et là les Kanaks, non. Alors là, ça nous intéressait, on a creusé.
Oui, c'est juste pour préciser que dans le système de droit français, dans le modèle de souveraineté politique française, il y a un refus de principe de considérer d'autres manières, d'autres communautés au titre de peuple, parce que ça remettrait en question l'unité du peuple national. Donc en fait, alors que par exemple l'ONU reconnaît les peuples autochtones comme peuples, et les peuples autochtones se sont battus pour être reconnus comme peuple, mais pourquoi ? Parce que précisément, le fait d'être reconnu comme peuple, ça permet de se faire reconnaître aussi le droit à l'autodétermination d'un peuple, et donc à sa propre souveraineté. Et ça, l'État français, il veut pas de ça, parce qu'il veut une souveraineté indivisible. Et donc, du coup, il refuse de reconnaître les communautés autochtones au titre de peuple. Donc nous, ça a été un élément principal. C'est pour ça que ça nous a intéressés en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, parce que précisément, les Kanaks, ils ont, avec leur combat qu'ils ont mené, réussi à se faire reconnaître en tant que peuple. Donc pour rebondir, c'est que dans ce qu'il faut, dans ce qui nous semble être dans les éléments à venir en ce moment, c'est effectivement avoir se donner la capacité, comme effectivement à Tours, on a ouvert ce processus de Parlement de Loire, mais au lieu que ça reste simplement formel, c'est-à-dire repenser tout simplement une nouvelle lieu de représentation, c'est plutôt repenser justement la possibilité de faire communauté terrestre ou peuple terrestre autrement. Qu'est-ce que ça serait qu'être un peuple de Loire ? Voilà. Parce qu'au fond, on a beau faire un droit, il va bien falloir qu'un peuple se sente la responsabilité et l'obligation de tenir le lieu, d'en être le gardien, d'en être le soigneur, d'en être le... et donc, c'est posé dès la première audition du Parlement de Loire. Bruno Latour nous dit, mais au fond, est-ce que vous avez un peuple, vous, pour protéger, pour revendiquer cette autre norme ? Un grand froid. Et puis, depuis 4 ans, c'est ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'au fond, depuis 4 ans, le Parlement de Loire, c'est pas simplement de dire, est-ce qu'il y a une chambre de représentants ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'au fond, on va donner à ce territoire une vie, une animation, portée par plusieurs types de personnes, par plusieurs mouvements, mais surtout de dire, effectivement, c'est pour ça qu'on nomme Loire, parce que pour nous, c'est déjà un acquis, c'est déjà un sujet en soi. Elle fait autorité pour elle-même. Et si elle fait autorité, elle peut nous dire, alors, est-ce que vous êtes simplement de simples citoyens ? Et là, on dit non, nous ne sommes pas de simples citoyens. Nous sommes des habitants de Loire. Et donc, on a cette chance aussi, en tant qu'habitants de Loire, qu'on se nomme ligérien. C'est un des fleuves en France où on a déjà un nom pour se doter de dire « je suis ligérien ». À ce titre-là, je peux me revendiquer comme peuple ligérien. Et donc, depuis 4 ans, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas simplement de dire « il y a un droit formel, il y a des chambres de représentation ». On devient peuple de Loire. Et comme on lit aussi dans le livre, on devient peuple de l'eau. Peuple de Loire et peuple de l'eau, c'est-à-dire les ramifications de l'ensemble du bassin versant, les interdépendances que chacun doit avoir entre les habitants de l'Allier et la Sèvre niortaise. Et justement là, ces derniers temps, suite à cette marche pour l'eau, suite aux bassines de Sainte-Soline, c'est réclamé être un peuple de l'eau. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à basculement à faire de représentation entre une communauté, quand bien même elle serait autonome, mais au fond, elle n'irait pas jusqu'à revendiquer d'être des habitants à part entière, avec effectivement une anguille, avec un sterne, avec la Loire comme nouveau sujet, comme se revendiquer d'un autre peuple, et de constituer ensemble, de co-construire véritablement, avec tous ces habitants, une manière de refaire totalement autre qu'un territoire national, et de ne plus être héritier des États-nations, mais d'être héritier des ancestralités de nos ancêtres qui disaient, moi encore c'était justement, je suis sur le Taravo, parce que Tasso en montagne et Tassink en bas de la mer, en fait il y avait effectivement, tout le fleuve faisait le cordon ombilical, et aujourd'hui ça serait des interdépendances comme ça. Donc, une activité pastorale. Donc ça c'est effectivement institution hybride, pensée d'être peuple montagne, peuple de l'eau, peuple de Loire, et puis par rapport à la ZAD, on a émis cette hypothèse effectivement de dire, à force de cohabitation, est-ce qu'on est toujours une personne humaine ? Ou seulement une personne humaine ? Et là on s'est dit, non. Elle s'augmente, comme un auteur, auteur c'est-à-dire s'augmenter d'eux, elle s'augmente de toutes les relations du lieu. Le lieu avec ses forêts, avec effectivement une bonne partie de la ZAD est très peu praticable en ce moment parce que c'est une zone humide, donc extrêmement froid, extrêmement humide, et en même temps effectivement c'est le triton, en même temps c'est la plupart de la faune
qui migrent, et à force, ils font des assemblées d'usage d'humains, et en même temps, ils sont toujours à peupler ce lieu d'autres qu'humains. Et c'est pour ça qu'on a fait cette hypothèse de dire, on est aussi des personnes chimères. Donc quelque part, une personne, c'est une institution relationnelle, et l'ensemble des relations d'un territoire fait une institution, pas simplement personnelle au titre individuel et intra-humaine, mais l'ensemble des relations fait un territoire qui fait corps, un corps-territoire. Et là, ça devient une personne relationnelle augmentée de toutes les relations autres qu'humaines. Donc il y a aussi des personnes chimères. Ces personnes chimères forment une communauté terrestre qui, si elle se revendique avec un attachement singulier avec un lieu de vie comme la Loire ou comme effectivement un marais, Poitevin ou un marais, ou une montagne ou un maquis, il peut revendiquer sa communauté en tant que peuple et revendiquer des mondes sur les territoires qui, justement pour nous, ne seraient plus des États-nations, mais des territoires de vie humaine et autres qu'humaine. Pour mettre en écho tout ce qu'on vient de partager, j'ai très envie de revenir un instant à ces zapatistes du Chiapas, dans cette région montagneuse du sud du Mexique dont vous parlez dans votre livre et qui faisait l'objet de l'introduction, de la lecture en introduction. Vous écrivez « Leur autorité, les peuples zapatistes ne la tirent pas d'un acte de fondation mythifié, mais de la terre considérée comme puissance génératrice. Terre qui s'exprime notamment à travers les voix de nos ancêtres. » Et je me dis, finalement, cette terre, on en a perdu la perception, mais elle ne s'exprime pas seulement par là, mais elle s'exprime aussi à travers ses réponses en boucle de feedback au traitement que nous lui faisons subir. Effondrement de la biodiversité, zoonose, réchauffement climatique, prolifération d'espèces invasives et déséquilibre à tout niveau, et que même finalement, elle s'exprime à travers nos corps, à travers les maladies de civilisation, parce que c'est bien le vivant qui réagit dans nos corps à ce que nous les faisons subir. Voilà. Et donc, est-ce que vous nous parleriez un peu de ces zapatistes qui ont une proposition que je trouve extrêmement intéressante à nous faire globalement, à nous tous terrestres? Alors, tout à fait. Je vais d'abord peut-être revenir sur ce que tu viens de dire, sur qu'est-ce qui nous interpelle aujourd'hui, toutes ces réactions de la Terre qui nous obligent en fait à nous décentrer. C'est un peu justement le point de départ du livre, hein, c'est-à-dire ce que l'on vit de plus en plus sur un mode de catastrophe. Il y a des véritables catastrophes, on voit bien les inondations, les sécheresses, cette espèce d'instabilité climatique que l'on vit et qui crée qui bouleverse complètement les modes de vie auxquels on était habitués, tous des systèmes de stabilisation qui nous coupaient en fait de nos propres milieux de vie et de toutes ces interdépendances avec les autres vivants. Et donc nous, c'est de dire, le point de départ du livre, c'est une situation de catastrophe, et notamment parce que c'est souvent ceux qui le méritent le moins, en tout cas qui en sont les premières victimes. Donc là, c'est tous ces migrants qui sont obligés de fuir leur pays et qui souvent, en fait, eux-mêmes ont été d'abord dépossédés de leur propre terre, qui a été le lieu d'une exploitation, d'une colonisation, et qui se retrouvent à mourir en mer parce qu'ils essaient de venir en Europe pour simplement survivre et retrouver un minimum de conditions de vie de tout ce qu'on leur a volé. Donc il y a quelque chose il y a vraiment une situation qui est catastrophique, qui a été provoquée par un modèle économique, politique, qui a pris sa source en Europe, qui est le capitalisme. Mais c'est aussi une occasion. C'est aussi une occasion pour justement remettre en question ce système mortifère. C'est aussi une occasion pour justement refaire l'expérience en se remettant à l'épreuve. Alors une épreuve qui des fois est brutale, mais en tout cas ça nous oblige à nous remettre à l'épreuve de notre condition terrestre, de ces liens que l'on a avec les autres vivants. Et du coup, cette mise à l'épreuve, comme des fois certaines maladies, elles mettent à l'épreuve et elles permettent de donner naissance à autre chose.
Donc là, il me semble qu'on vit quelque chose comme ça à l'échelle collective, donc une situation en même temps dramatique, mais qui peut être un point de bascule vers d'autres manières d'habiter la Terre. Et notamment, avec quoi ça nous permet de renouer, c'est justement avec ces temps de la Terre, c'est-à-dire le fait qu'on se rend compte que nos espaces politiques se sont construits toujours de manière comme des espèces de citadelles hors sol, avec ce modèle qui est vraiment très fort, particulièrement en Europe, mais aussi dans d'autres civilisations, qui est celui de l'État. L'État qui est cette instance, et notamment l'État moderne, qui s'est construit complètement hors sol, et qui est basé sur l'idée que l'homme, il pourrait à un moment créer ex nihilo un petit peu ses propres institutions. Il suffit qu'il décide de créer des choses, de mettre en place une institution, et que ça va marcher en fait. Et l'État, c'est ça, c'est un dispositif qui vise à créer une forme de stabiliser, de système, un système qui stabilise en fait des relations qui elles sont toujours instables, qui sont toujours en variation. Le fait qu'il y ait des nécessités de stabiliser des choses, c'est normal, on a besoin de stabiliser. Mais là, le problème, c'est que cette stabilité, elle s'est construite contre toutes les variations de la nature. Et du coup, qu'est-ce qui nous importe chez les zapatistes ? C'est que, précisément, eux, en fait, ce qui fait autorité chez eux, c'est pas l'État, c'est la Terre. C'est-à-dire, c'est comment on s'inscrit dans les cycles terrestres. Comment, en tant que communauté, on travaille avec les variations de la nature. Et comment on fait pour faire communauté et tenir dans le temps en composant avec ces variations. Et donc là, c'est une toute autre manière de s'envisager dans le temps. Et peut-être pour resituer un petit peu, alors dire ce que c'est, cette communauté zapatiste, ces communautés zapatistes. Donc ça s'inspire donc de la révolution qui a été portée par Zapata au Mexique, qui était une révolution qui visait en fait, qui combattait justement les tentatives d'expropriation des agriculteurs, des petits paysans de leurs terres. Et donc Zapata a lancé un mouvement au début du XXe siècle contre justement ceux qui voulaient déposséder les paysans de leurs terres. Donc une révolution qui a été victorieuse, même si il a été tué, il est mort juste après. Et donc c'est l'État moderne qui a repris le dessus, avec toute cette logique aussi de modernisation, de développement économique. Et le mouvement zapatiste est né dans le contexte, dans ce contexte justement d'émergence des fronts de libération nationaux. En fait, c'était à la base des étudiants marxistes, léninistes des villes mexicaines qui, pris un petit peu dans toutes ces dynamiques qu'il y avait en Amérique du Sud, avec le Cuba, se dire on va aller dans le maquis, on va aller dans les montagnes, et puis on va aller un petit peu conscientiser les paysans, les agriculteurs, les pauvres qui sont dans les campagnes pour faire la révolution dans les villes. Et à la différence de ce qui s'est passé notamment Sentier lumineux, c'était en Nicaragua. À la différence de ce qui s'est passé en Nicaragua, là, c'est un échec total, parce qu'ils sont restés figés dans ce modèle avant-gardiste, léniniste, où il faut prendre les villes, le pouvoir dans les villes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces étudiants arrivent dans les montagnes, et là, ils rencontrent les communautés autochtones, et en fait, c'est eux qui se rendent compte que c'est eux qui en fait, ils se trompent sur toute la ligne, en fait, que eux, depuis des siècles, ils résistent déjà non seulement à la colonisation, mais qu'ils ont des formes de vie communautaire extrêmement fortes, et tout ça complètement en marge de l'État, qui fait comme s'ils n'existaient pas, qui ne sont même pas comptabilisés en fait dans les recensements, ils n'existent pas pour l'État mexicain. Et donc là, ils découvrent toute cette puissance communautaire avec cet héritage, avec un autre rapport au temps, parce qu'il y a tout cet héritage autour de la terre-mère, du rapport à la terre, qui fait qu'en fait, c'est pas le temps de l'État, c'est pas le temps moderne qui a été instauré par la soi-disant découverte des Amériques. Donc tout ce temps, c'est un autre rapport au temps, et c'est ça qu'ils vont découvrir en fait. C'est toute autre manière de faire collectif, de s'inscrire dans les temps de la Terre. Et à partir de là, ça leur donne une puissance, en fait, le fait d'être en retrait par rapport au temps de l'État. Ça, c'est très important. Le fait d'être en retrait par rapport aux injonctions auxquelles nous soumet ce temps, en fait. Il faut toujours être dans l'actualité, il faut toujours suivre le fil de ce qui se passe, et c'est toujours l'État qui dicte, au final,
qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, le fait d'avoir ce point de retrait, en fait, qui n'est pas un point de complète d'extériorité, parce qu'ils sont sans cesse en discussion avec la société civile mexicaine, mais ils ont ce point de retrait qui est celui de la montagne, c'est-à-dire du temps de la montagne, du temps des relations avec les autres formes de vie, avec aussi ses ancêtres qui datent depuis de longues générations. Ce temps de retrait fait que du coup ils peuvent aussi sortir du temps de l'État pour s'inscrire dans d'autres cycles. Et pour moi, c'est ce qui fait la singularité et leur force politique, qui fait que ça leur a permis d'inventer justement ces formes politiques alternatives, qui se traduisent sous la forme en fait des communautés autogérées, que sont les caracoles. Alors, je ne vais pas raconter, on développe dans le livre, mais toute l'histoire qui a mené à cette structuration en caracole, en fait. Les caracoles, donc caracole, c'est en espagnol le mot qui veut dire escargot. Donc ils ont pris cette image de la caracole en fait qui était l'instrument pour appeler la communauté dans leur tradition. Donc il y a à la fois cette image de l'instrument qui appelle la communauté et en même temps la spirale, donc qui indique aussi un autre rapport au temps, avec aussi l'escargot qui est celui qui justement avance lentement, mais d'autant plus sûrement qu'il avance lentement. Donc il va complètement contre la vision du progrès, de l'accélération, de la vitesse, qui est celle de la modernité. Et donc justement qui indique ce retrait en fait temporel qu'ils ont. Et du coup ils ont inventé en fait un système d'organisation à plusieurs échelles. Alors il faut savoir qu'ils n'ont pas un territoire défini, c'est plusieurs communautés zapatistes qui des fois sont par exemple dans un village, il peut y avoir une partie qui est habitée par les zapatistes et une partie qui n'est pas zapatiste. Et donc ils ont leur propre mode d'organisation, donc toujours en démocratie directe en fait, et avec cette phrase qui est très importante pour eux, le bon gouvernement, le buen gobierno, c'est commander en obéissant. C'est-à-dire que justement le leader un petit peu reconnu internationalement du mouvement zapatiste, c'est le sous-commandant Marcos, et le sous-commandant, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commandant en fait. Il n'y a pas de commandant justement. Il n'y a qu'un sous-commandant. C'est-à-dire que celui qui incarne la figure du leader, qui est lui-même anonyme, parce qu'en fait il est toujours masqué, on ne sait pas qui c'est. Et donc il est sous-commandant, parce que le commandant, le véritable commandant, c'est la communauté. Et que celui qui commande, c'est-à-dire qui peut représenter un moment la communauté pour prendre des décisions, ou en fait, pas pour prendre des décisions, mais en fait doit toujours porter les décisions qui ont été prises par la communauté à la base. Et là, c'est le système complètement inverse de notre système politique, où on va élire des représentants qui vont décider à notre place. Donc on leur donne une carte blanche pendant 5 ans, et là ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et puis au bout de 5 ans on nous dit maintenant vous pouvez ne plus voter pour eux. Sauf qu'en fait, il n'y a absolument aucune activité démocratique, puisque si la démocratie c'est simplement voter tous les 5 ans, pour moi c'est l'inverse de la démocratie, c'est pas le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est quand on crée les conditions matérielles pour que les membres du peuple puissent se réunir pour décider collectivement et ensuite mandater des représentants pour s'organiser à une échelle plus importante, entre notamment, par exemple, pour eux, c'est les caracoles. Et donc, ils ont réussi à mettre ça en place. Alors c'est très dur, dans un contexte très dur, qui est à la limite de la guerre civile permanente au Mexique, avec un État qui est prêt à disons, payer des mercenaires pour combattre les Mexicains. Donc c'est extrêmement dur avec les cartels de drogue, donc c'est vraiment très difficile, mais justement ils arrivent à tenir et à créer ces formes politiques à l'intérieur de ce système en train de s'effondrer. Absolument, et quand tu parles effectivement de se commander en obéissant, je vois évidemment le parallèle avec la posture de facilitation d'intelligence collective, qui est une posture de leadership au service, et qui peut paraître antagoniste, mais justement, c'est une autre posture que celle que l'on connaît. Voilà. David, tu voulais rajouter quelque chose? Pour rajouter, c'était en fait revenir simplement, le mot autorité, c'est qu'en fait dans l'espace politique, la souveraineté c'est plutôt celui qui est capable en fait de savoir gérer ou gouverner un espace. L'autorité, c'est qu'est-ce qui fait qu'une république, quelle est son assise, quelle est sa fondation. Et en fait,
en général, c'est une fondation qu'elle se crée, qu'elle génère comme la fondation de Rome, elle génère sur Romulus et Romulus, sur des mythes en fait. C'est-à-dire, oui, l'autorité, c'est des valeurs qui tiennent en fait. Qui gouvernent dans le temps, qui effectivement font que quelque chose perdure dans le temps, quelque chose persiste, malgré la différence des communautés historiques, quelque chose persiste quand même. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant avec les apatistes, c'est que souvent on parle de Pachamama, on parle jamais de son pendant, le Pachacuti. Le Pachacuti, c'est les cycles terrestres, dans lesquels les hommes doivent se réinscrire. Et ils savent qu'il y a des cycles terrestres. Et donc ils savent qu'il y a bien une autorité qui est pas la leur. Et donc là, il y a un apprentissage justement des révolutionnaires d'un socialisme historique qui a réappris, en allant dans les montagnes, à reconsidérer un autre temps qui avait été oublié de nos états, soi-disant social historiques, pour repenser des dimensions socio-cosmiques, et donc de dire il y a des moments majeurs dans l'histoire pour redessiner un rapport au temps, et là c'est le rapport terrestre. Et ce qui est très drôle, c'est que souvent, symboliquement, ils émergent dans l'espace le 1er janvier, non pas parce que c'est l'année civile, mais c'est, comme vous savez, c'est le seul mythe qui nous reste des Romains, c'est Janus, c'est janvier, c'est le renouveau de l'année, le recommencement. Et au lieu que ce soit Janus, vous savez, entre cette tête qui arriverait à allier et le passé et l'avenir, ce qu'ils veulent aussi, mais dans un être tutélaire qui est de nouveau un axe stable et fondateur, eh bien, eux, ce qu'ils gagnent en conjuguant les décisions historiques avec l'inscription mythique des temps de la Terre, ça veut dire que Janus, c'est pas simplement le temps du commencement absolu, c'est le temps du recommencement. Il faut se remettre à repenser notre communauté, à le réinscrire, à ne pas avoir peur des métamorphoses. Et donc, ce que fait le pape Zapatis, c'est de dire, nous allons conjuguer ce qu'on appelle nous maintenant le temps animique, le temps historique, on peut prendre des décisions humaines, mais qui va avec les autres qu'humains, c'est-à-dire la Terre, les grands climats, les grands cycles, qui ne sont pas qu'humains, et on redonne cette autorité, et comme je l'ai dit tout à l'heure, augmenter ses hauteurs, c'est autoriser. Et la question, c'est comment l'homme, comme condition humaine, peut aussi autoriser la condition terrestre à l'obliger à se réinventer dans ses autonomies de vie et dans son inscription dans le temps. Bon, donc oser la métamorphose, ouais. Oser y aller, oser penser jusque-là, se penser jusque-là. Je pense que voilà, ça résume bien tout ce que vous nous proposez de faire. Je vous remercie tous les deux. Merci David, merci Sophie. Merci. Merci à toi. Merci les auditrices et les auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Keygreen pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.